Imagine la scène. Nous sommes au début du siècle XIe. Pendant que les seigneurs d'Europe construisent des châteaux de bois et se disputent des lopins de terre boueux, à 10 000 km de là, sur une côte africaine que le reste du monde ne connaît pas encore, des architectes gravent des arabesques dans du corail vivant pour ériger des palais à plusieurs étages. Des marchands négocient en swahili, en arabe, en perse et en gujarati dans la même salle. Des navires chargés d'or, d'ivoire et de porcelaine de Chine entrent et sortent d'un port qui brasse plus de richesses en une seule saison que la plupart des capitales européennes en une décennie entière. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une légende. C'est la réalité d'un empire que l'histoire a décidé d'effacer. L'océan Indien n'a jamais été un espace vide. Pendant des siècles, il a été l'autoroute la plus fréquentée de la planète. Une machine commerciale réglée avec une précision absolue par les vents de mousson, qui soufflaient vers le nord-est en hiver et vers le sud-ouest en été, comme si la elle-même avait conçu le calendrier des échanges. Sur cet océan, des centaines de dos à voile triangulaire tracent des routes invisibles mais immuables, reliant Zanzibar à Ormuz, Kilwa à Calicut, Mombasa à Canton. Et au cœur de ce réseau, ancrés sur la côte orientale de l'Afrique comme des pierres précieuses serties dans le corail, des cités-États swahili qui ne dépendent d'aucun empire continental, ne s'inclinent devant aucun roi et dictent leurs conditions à quiconque veut accéder à l'or du Zimbabwe ou à l'ivoire de l'intérieur. Ce nom ne te dit peut-être rien aujourd'hui, mais au XIVe siècle, il faisait frémir les marchands de Lisbonne à Pékin. Ibn Battuta, l'homme qui avait parcouru 120 000 km à travers 3 continents, qui avait vu la splendeur de Delhi, la magnificence de Constantinople et le luxe de la cour des empereurs du Mali, nota dans son carnet que Kilwa était l'une des plus belles et des mieux construites villes du monde. Une cité de 10 000 habitants, dotée d'un palais aux 300 pièces, d'une grande mosquée entièrement bâtie en corail taillé, d'un système de distribution d'eau courante et d'un contrôle si absolu sur le commerce de l'or côtier que frapper monnaie en cuivre à Kilwa valait autant que signer un traité international. Et puis, en 1498, des silhouettes apparaissent à l'horizon. Des voiles carrées, des coques lourdes. Vasco de Gama et sa flotte portugaise entrent dans l'océan Indien, non pas pour découvrir un monde inconnu, ce monde existait très bien sans lui, mais pour briser un système commercial qui avait fonctionné pendant 5 siècles et en prendre le contrôle par la force. Ce qui suit n'est pas une conquête glorieuse, c'est un incendie méthodique. Les marchands massacrés. Les routes maritimes fermées à coups de canon. En moins d'une génération, l'architecture la plus raffinée d'Afrique orientale est réduite en ruines. Et le monde qui s'était construit autour d'elle est effacé, non seulement de la carte, mais de la mémoire collective. Ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une curiosité historique mineure. C'est l'histoire d'une civilisation entière qui a été dérobée, à ses descendants, à l'Afrique et à nous tous. Parce que comprendre ce qu'étaient les cités swahili, c'est comprendre que le récit que l'on t'a vendu sur l'Afrique précoloniale est, dans sa structure même, un mensonge construit. Que la question n'est pas de savoir pourquoi ces cités ont disparu. La vraie question, celle que personne ne pose jamais, c'est qui avait intérêt à ce qu'on les oublie? Et est-ce que cet oubli était vraiment un accident? Il y a une ville qui, au XIVe siècle, était plus riche que Londres, plus animée que Venise, et plus connectée au reste du monde que n'importe quelle capitale européenne de l'époque. Une ville africaine qui frappait sa propre monnaie, construisait des palais à plusieurs étages en corail taillé à la main et recevait des ambassadeurs venus de Chine, de Perse et d'Inde, comme s'il s'agissait d'une routine diplomatique parfaitement ordinaire. Une ville dont les marchands dictaient les prix de l'or sur 3 continents, dont les mosquées rivalisaient en raffinement avec celles de Bagdad, dont les ports ne dormaient jamais. Cette ville existe encore, ou plutôt, ses ruines existent encore, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, battues par les vents de l'océan Indien depuis des siècles. Et pourtant, si tu demandes à 10 personnes instruites de la nommer, 9 d'entre elles hausseront les épaules. Ce n'est pas un oubli anodin. Ce n'est pas le genre de lacune dans la culture générale qu'on peut attribuer à la malchance, à l'indifférence ou au simple poids du temps qui efface les choses. Il y a une raison précise pour laquelle cette histoire a disparu des manuels scolaires. Et cette raison est plus inconfortable que n'importe quel mystère archéologique. Ce que tu vas entendre ici, c'est l'histoire d'une civilisation entière qui a été effacée 2 fois. Une première fois par les canons portugais,
et une deuxième fois par les plumes de ceux qui ont rédigé l'histoire officielle des siècles suivants. La deuxième destruction a été infiniment plus efficace que la première, parce qu'elle n'a laissé aucune trace visible de sa propre violence. Pense à ce qu'on t'a appris sur l'Afrique avant la colonisation européenne. Si tu as reçu une éducation standard, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, ou même dans de nombreux pays africains dont les programmes scolaires ont été calqués sur des modèles coloniaux, le tableau est invariablement le même. Un continent de tribus dispersées, sans écriture généralisée, sans architecture monumentale digne de ce nom, sans commerce organisé à grande échelle, quelque part dans l'obscurité en attente que des explorateurs viennent lui apporter la lumière. Ce récit n'est pas simplement incomplet. Il n'est pas non plus une erreur de bonne foi commise par des historiens négligents. Il est construit volontairement, pièce par pièce, mensonge après mensonge, omission stratégique après omission stratégique, pour justifier quelque chose qui s'était déjà passé et que personne, absolument personne, ne voulait avoir à remettre sérieusement en question. Parce que la réalité que les archéologues, les linguistes et les historiens ont progressivement reconstituée depuis plusieurs décennies, c'est que l'Afrique orientale a abrité pendant 5 siècles l'un des réseaux commerciaux les plus sophistiqués de l'histoire humaine. Pas une route commerciale secondaire, pas un marché local pittoresque sans importance géopolitique réelle. Un empire marchand dont les tentacules s'étiraient de la côte mozambicaine jusqu'au golfe Persique, de Madagascar jusqu'au port de la Chine des Ming, des rives kenyanes jusqu'au comptoir de l'Inde occidentale. Un empire sans capitale fixe, sans armée permanente, sans territoire arraché par la force. Et précisément pour cette raison, un empire que ses contemporains reconnaissaient simplement pour ce qu'il était, le cœur battant du commerce mondial de l'hémisphère oriental. Il y a un détail qui me revient sans cesse depuis que j'ai commencé à creuser cette histoire. Un détail minuscule en apparence, mais qui résume à lui seul tout ce qu'on t'a caché. En 1458, une expédition de la flotte impériale chinoise accosta sur la côte Swahili et ramena à Pékin, parmi les cadeaux diplomatiques échangés, une girafe offerte par le sultan de Malindi. Cette girafe fut présentée à l'empereur comme une créature fabuleuse, une sorte de licorne africaine, la preuve tangible et vivante de la richesse des terres de l'Ouest lointain. Ce que cet épisode signifie, et que la plupart des livres d'histoire occidentaux traitent comme une simple anecdote exotique sans conséquence, c'est que la Chine impériale et les cités swahili entretenaient des relations diplomatiques régulières, formalisées et mutuellement profitables, un siècle complet avant que des navires européens ne prétendent d'avoir découvert quoi que ce soit dans ces eaux. Il n'y avait rien à découvrir. Tout fonctionnait déjà parfaitement depuis des générations, sans le moindre Européen à l'horizon. Voilà la contradiction que tu dois tenir fermement en tête pour comprendre ce qui suit. D'un côté, une civilisation africaine qui commerce avec la Chine impériale, construit des mosquées en corail taillé, frappe des pièces de monnaie en cuivre, entretient une flotte marchande active sur plusieurs milliers de kilomètres et contrôle l'accès à l'or zimbabwéen pour tout l'hémisphère oriental. De l'autre, le récit historique dominant qui présente l'Afrique subsaharienne comme une terra incognita, un espace sans histoire articulée, un continent qui n'a commencé à exister dans la conscience mondiale qu'au moment précis où des navires européens ont posé l'ancre sur ses rivages, ces deux réalités ne peuvent pas coexister. L'une d'elles est fondamentalement fausse. Et depuis le temps qu'on te présente l'une comme évidence naturelle et qu'on te cache l'autre comme si elle n'avait jamais existé, il n'est vraiment pas difficile de deviner laquelle. Mais voici ce qui me sidère encore plus que l'existence même de ces cités, ce qui me fascine et m'écœure à la fois. C'est la mécanique précise de leur effacement intellectuel. Parce que les ruines de Kilwa, les vestiges de Guédi, les fortifications de Mombasa, rien de tout cela n'a jamais vraiment disparu physiquement. Les explorateurs portugais, britanniques et allemands qui ont parcouru cette côte au fil des siècles les ont trouvés, cartographiés
et décrites dans leurs journaux de bord avec une précision parfois stupéfiante. Et puis, face à des constructions manifestement sophistiquées, des arcs en corail taillés, des cours intérieures dignes d'un palais andalou, des systèmes d'évacuation des eaux qui témoignent d'une ingénierie délibérée. Ils ont écrit, dans leurs rapports officiels et leurs lettres aux cours royales qui les finançaient, que ces bâtiments ne pouvaient absolument pas avoir été construits par des populations africaines locales. Qu'il fallait chercher des Phéniciens errants, des Arabes venus du Nord, des Sabaéens, n'importe qui d'autre pourvu qu'ils ne soient pas africains. La conclusion raciste était arrêtée avant même que la première fouille commence. Et c'est ici que la question vraiment dérangeante émerge. Celle que les manuels scolaires ne posent jamais, parce que la réponse exigerait de remettre en cause trop de choses simultanément. Pas qui a construit ces villes, on sait désormais qui les a construites. Pas pourquoi ont-elles disparu, on sait exactement ce qui les a détruites. La vraie question, c'est celle-ci. Comment une civilisation peut-elle être effacée de la mémoire collective au point que ses propres descendants passent des siècles à chercher des preuves de leur propre existence? Comment convainc-on un monde entier qu'une chose qui s'est bel et bien passée, que des millions de personnes ont vécu, que des milliers de bâtiments ont incarné, que des dizaines de voyageurs étrangers ont consigné par écrit dans leur propre langue, ne s'est finalement pas vraiment passé comme ça? Cette mécanique n'est pas un accident de l'histoire. Elle a un nom, une logique interne et des bénéficiaires très précis. Ce que tu vas découvrir ici, c'est la version complète. Pas la parenthèse exotique glissée en 2 paragraphes dans un manuel de géographie mondiale. L'histoire de comment des communautés bantoues installées sur une côte tropicale ont transformé une position géographique favorable en une domination commerciale qui a duré 5 siècles entiers. De comment ils ont créé une langue, une culture et une identité hybride qui n'existaient nulle part ailleurs auparavant et qui existent encore aujourd'hui. De comment un empire bâti sur l'intelligence diplomatique et la maîtrise des flux commerciaux a tenu pendant des générations sans jamais avoir besoin de lever une armée de conquête. Et de comment, en quelques décennies seulement, tout ce qu'ils avaient construit a été méthodiquement réduit au silence, puis à l'invisibilité mémorielle. Ce n'est pas une histoire africaine qu'on t'a cachée, c'est une histoire humaine qu'on t'a volée. Et il est temps de la reprendre. Avant que les Européens ne dessinent leur première carte de l'Afrique, avant que les Vikings ne traversent l'Atlantique, avant même que l'Empire arabe ne s'étende jusqu'aux Pyrénées, il y avait déjà un système commercial global qui fonctionnait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Ce système n'avait pas de siège social, il n'avait pas de capital, il n'avait pas de fondateur qu'on pourrait célébrer dans des livres d'histoire. Ce qu'il avait, c'était quelque chose de beaucoup plus puissant que tout cela. Il avait le vent. Et ce vent, les commerçants qui sillonnaient l'océan Indien le connaissaient par cœur depuis plus de 2000 ans, avant qu'un seul Européen pose les yeux sur ces eaux. Les moussons de l'océan Indien sont l'une des merveilles les moins célébrées de la géographie mondiale. Entre octobre et avril, elles soufflent du nord-est vers le sud-ouest avec une régularité qui défie l'imagination, poussant les navires de la côte arabique et persane vers les rivages de l'Afrique orientale et de l'Inde, comme si la elle-même avait conçu un service de navette intercontinental. Puis, entre mai et septembre, le vent s'inverse, soufflant du sud-ouest vers le nord-est, ramenant ces mêmes navires chez eux, chargés de marchandises différentes. C'est un calendrier naturel, offert gratuitement par la géographie à quiconque avait la sagesse de l'observer et la patience de l'apprendre. Pendant des millénaires, cette alternance rythmique a été le métronome de la civilisation dans cette partie du monde. Au Xe siècle, pendant que l'Europe carolingienne se fragmentait en féodalités rivales qui se disputaient des lopins de terre boueux, l'océan Indien voyait circuler simultanément des marchands arabiques, persans, indiens gujarati, javanais, malais, éthiopiens et chinois sur les mêmes routes ancestrales. Ces hommes ne se connaissaient pas tous personnellement, ne parlaient pas la même langue, ne priaient pas le même Dieu. Mais ils partageaient quelque chose d'infiniment plus pratique que la religion ou la langue.
les mêmes routes, les mêmes saisons et une compréhension intuitive de ce que chaque port avait à offrir. Ce réseau n'avait pas besoin d'un empire centralisé pour le gouverner. Il s'auto-régulait par l'intérêt mutuel, par la réputation commerciale accumulée sur des générations et par un droit coutumier que tout le monde respectait parce que tout le monde savait exactement ce qu'il y avait à perdre à ne pas le respecter. Ce qui circulait sur ces routes défierait l'imagination d'un banquier moderne. L'or du Zimbabwe descendait par les réseaux terrestres depuis l'intérieur africain jusqu'au port de la côte orientale où il était échangé contre de la porcelaine chinoise, des tissus indiens et des perles de verre persanes qui remontaient elles-mêmes vers les marchés de l'intérieur du continent. L'ivoire africain, le plus blanc, le plus dur, le plus prisé du monde antique, prenait la mer vers l'Inde où il était transformé en objet d'une valeur inestimable pour les cours royales de toute l'Asie. Les épices de l'Asie du Sud-Est voyageaient dans l'autre sens, vers le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est, où elles valaient leur pesant d'or. Et dans les deux directions, de l'ambre gris, du bois de mangrove, des textiles, des céréales et des esclaves, complétaient un flux de marchandises qui ne s'arrêtait jamais, quelle que soit la situation politique des terres traversées. Le vaisseau de tout cet empire était le dhow, un terme générique pour désigner une famille de navires à voile triangulaire dont les modèles les plus anciens remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Le dhow n'est pas un bateau impressionnant au premier regard. Il est petit comparé aux galions espagnols ou aux caraques portugaises qui viendront des siècles plus tard. Mais il est parfaitement adapté à son environnement. Sa coque, parfois cousue avec des fibres de coco plutôt que clouée, lui donne une flexibilité qui lui permet d'absorber les tempêtes sans se briser. Sa voile triangulaire lui permet de naviguer à des angles que les navires européens de l'époque ne pouvaient pas atteindre. Et son tirant d'eau réduit lui permet de pénétrer dans des estuaires et des ports peu profonds que les grandes flottes ne pouvaient pas approcher. Ce n'était pas spectaculaire, c'était efficace. Et dans le commerce, efficace bat spectaculaire à chaque fois. Les marins qui pilotaient ces dos possédaient un savoir accumulé sur des générations qui représentait l'une des bibliothèques intellectuelles les plus précieuses de l'époque. Ils connaissaient les étoiles du ciel austral avec une précision que les astronomes européens mettraient des siècles à égaler. Ils savaient lire les couleurs de l'eau, la forme des vagues et les comportements des oiseaux marins pour déterminer leur position sans aucun instrument mécanique. Ils avaient cartographié, mentalement, oralement, puis par écrit, chaque récif, chaque courant, chaque banc de sable entre la mer Rouge et l'île de Java. Ces connaissances ne s'achetaient pas et ne s'improvisaient pas. Elles se construisaient sur des siècles de navigation et se transmettaient dans des familles de marins qui les gardaient jalousement comme leur capital le plus irremplaçable. Pendant que tout ceci se déroulait avec la régularité d'une mécanique parfaitement huilée, l'Europe médiévale regardait vers l'Est avec une combinaison de désir et d'ignorance presque totale. Les épices qui arrivaient dans les ports méditerranéens venaient de quelque part. Ça, les marchands vénitiens et génois le savaient. Mais de où exactement? Par quelle route précise? Produite par qui? Transportée par qui? Échangée selon quelles règles? Ces questions restaient sans réponse claire. Et c'est précisément cette ignorance qui rendait les produits orientaux si chers et si désirables. Le poivre se vendait au même prix que l'argent. La cannelle était gardée sous clé dans des coffres. Et toute la philosophie de l'expansion maritime européenne des XVe et XVIe siècles peut se résumer à une obsession simple: contourner les intermédiaires qui contrôlaient ces routes et accéder directement à la source. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que ces intermédiaires avaient construit en 3000 ans quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un simple système de transit. Les acteurs de ce système n'étaient pas des aventuriers isolés, partis à l'aventure avec un bateau et de la bonne volonté. Les marchands Gujarati de l'Inde occidentale avaient développé des réseaux de crédit et de représentation commerciale qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres avec une sophistication remarquable. Les marchands arabes et persans du Golfe avaient institutionnalisé des pratiques financières, lettres de change,
associations de risques partagés, dépôts de marchandises en consignation, qui préfiguraient de plusieurs siècles les instruments que l'Europe médiévale prétendrait avoir inventés. Chacun de ces acteurs avait sa spécialité, sa niche et son avantage comparatif. Un concept que l'économie moderne a mis des siècles à formaliser, alors qu'il était déjà en pratique quotidienne dans cet océan depuis l'Antiquité. Ce n'était pas du commerce spontané, c'était une romale mimée. Dans ce système mondial, la côte orientale de l'Afrique occupait une position stratégique d'une valeur absolument extraordinaire. Elle était le point de jonction entre plusieurs mondes commerciaux qui avaient besoin les uns des autres. L'intérieur africain avec son or et son ivoire, l'Arabie et la Perse avec leurs textiles et leurs métaux, l'Inde avec ses épices et ses cotonnades, la Chine avec sa porcelaine et sa soie. Quiconque contrôlait les ports de cette côte contrôlait les échanges entre tous ces mondes simultanément. Ce n'était pas simplement une position géographique avantageuse. C'était une position de monopole naturel offerte sur 2000 km de littoral. Et dans l'économie prémoderne, un monopole bien tenu valait infiniment plus qu'une armée. La réponse à la question de qui allait dominer cette côte est arrivée dans les derniers siècles du premier millénaire, portée non pas par une conquête militaire, mais par une fusion lente et délibérée entre des peuples qui avaient chacun quelque chose que l'autre voulait. Des communautés bantoues qui connaissaient l'intérieur du continent, ses routes, ses ressources et ses langues, et des marchands arabes et persans qui connaissaient l'océan, ses saisons et ses marchés. Ces deux mondes se sont rencontrés sur cette côte et ont construit ensemble quelque chose qui n'avait jamais existé nulle part auparavant. Une civilisation, une langue, une culture, une économie. Et c'est là que notre histoire commence vraiment à devenir intéressante. Il y a une question que les historiens ont longtemps évitée parce qu'elle est inconfortable, et la voici. Qui sont réellement les Swahili ? Si tu poses la question à un nationaliste arabe du IXe siècle, il te dit que ce sont des convertis. Si tu la poses à un colonisateur portugais du XVIe siècle, il te dit que ce sont des Africains arabisés. Si tu la poses à un chercheur européen du XIXe siècle, il te dit qu'ils sont arabes, parce qu'il ne peut tout simplement pas admettre qu'une civilisation aussi sophistiquée soit africaine. Et si tu poses la question à un Swahili lui-même, la réponse est à la fois plus simple et plus profonde que toutes les précédentes. Il est Swahili. Pas arabe, pas bantou. Swahili. Une catégorie qui n'existait pas avant et qui n'a jamais existé ailleurs. Pour comprendre ce que les Swahili sont devenus, il faut commencer par ce qu'ils étaient avant. Les populations qui habitaient la côte orientale de l'Afrique depuis des millénaires appartenaient aux grandes migrations bantoues, ce mouvement humain extraordinaire qui, à partir du second millénaire avant notre ère, a repeuplé une grande partie du continent africain depuis la région qui correspond aujourd'hui à l'ouest du Cameroun. Ces peuples n'étaient pas des nomades sans organisation ni sans technique. Ils pratiquaient l'agriculture, élevaient du bétail et travaillaient le fer. Une technologie que l'Afrique subsaharienne avait développée indépendamment et qui lui permettait de fabriquer des outils et des armes d'une qualité tout à fait remarquable. Ils vivaient en villages organisés selon des structures de parenté complexes, avec des autorités politiques locales solides et des réseaux d'échanges qui couvraient des centaines de kilomètres à l'intérieur du continent, bien avant que le premier dos arabe n'apparaisse à l'horizon. Les premiers marchands arabes et persans à s'installer durablement sur cette côte ne sont pas arrivés comme des conquérants. Ils sont arrivés comme des commerçants, ce qui est très différent. Les archives arabes les plus anciennes mentionnent des contacts réguliers avec la côte africaine dès le 8e siècle de notre ère, et des archéologues ont trouvé des fragments de céramique persane datant de cette période dans plusieurs sites de la côte kenyane et tanzanienne. Ces marchands cherchaient de l'ivoire, de l'or, de l'ambre gris et des esclaves. Ils avaient besoin d'interlocuteurs locaux, de langues communes, de bases sûres pour stocker leurs marchandises pendant la saison de mousson inverse. Et les populations côtières bantoues, qui voyaient dans ce commerce une opportunité de richesse qu'aucune ressource locale ne pouvait offrir à cette échelle, les ont accueillis. Pas par naïveté, mais par calcul politique et économique parfaitement délibéré. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des processus de métissage culturel les plus fascinants de l'histoire humaine.
Ce n'est pas une assimilation. Les populations bantoues ne sont pas devenues arabes. Ce n'est pas une colonisation. Les marchands arabes n'ont pas imposé leur culture par la force. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus intéressant. Une négociation culturelle permanente, conduite sur plusieurs siècles, dans laquelle chaque partie a emprunté à l'autre ce qui lui était utile et a résisté à ce qui ne l'était pas. Les marchands arabes ont adopté des structures sociales locales, épousé des femmes bantoues, appris les langues de la côte. Les populations côtières ont adopté l'islam, les pratiques commerciales orientales et certains styles architecturaux. De cette négociation est né quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer seul. La langue swahili est peut-être la preuve la plus éloquente de cette fusion. C'est une langue bantoue dans sa structure, sa grammaire et ses mécanismes profonds. Les linguistes qui l'étudient sérieusement s'accordent sur ce point sans ambiguïté. Mais elle est truffée de mots empruntés à l'arabe, au persan, et plus tard au portugais, à l'hindi et à l'anglais, qui témoignent de chaque vague de contact commercial et culturel que la côte a connue au fil des siècles. Ce mélange n'est pas une pollution de la langue d'origine. C'est une richesse, une preuve de vitalité. Une langue qui absorbe les mots dont elle a besoin, sans perdre sa structure profonde, est une langue vivante, adaptable, commercialement et diplomatiquement utile. Et c'est précisément pour cette raison que le swahili est aujourd'hui l'une des langues les plus parlées du continent africain, avec plus de 200 millions de locuteurs. La civilisation qui lui a donné naissance a disparu sous les bombes portugaises. La langue, elle, a survécu à tout. L'architecture des cités swahili raconte exactement la même histoire que la langue. Les maisons en pierre qui caractérisent les villes les plus prospères de la côte, Kilwa, Gedi, Shanga, Mnarani, ne ressemblent à rien d'autre dans le monde connu. Elles utilisent des techniques de construction en corail taillé qui sont propres à cette côte et qui témoignent d'une maîtrise technique développée localement. Elles organisent l'espace selon des logiques qui combinent la cour intérieure de traditions arabiques avec des agencements spatiaux qui reflètent des valeurs sociales africaines profondément ancrées. Les portes sculptées qui ornaient les entrées de ces maisons, dont certaines ont été emportées dans des musées européens au moment de la colonisation comme de simples trophées, représentent un art décoratif qui n'a de parallèle exact ni dans le monde arabe, ni dans le monde africain précoastal. Elles sont swahili, uniquement swahili. L'islam a joué un rôle central dans la formation de l'identité swahili, mais pas de la façon dont on imagine généralement depuis l'extérieur. L'islam swahili n'est pas une simple transplantation de l'islam du Golfe Persique sur le sol africain. C'est une adaptation, une réinterprétation vivante qui a gardé les 5 piliers, les pratiques fondamentales, la direction vers la Mecque, mais qui a intégré en parallèle des pratiques rituelles et des croyances relatives aux esprits qui trouvent leurs racines dans les traditions bantues pré-islamiques. Les grandes mosquées swahili, dont certaines sont parmi les plus anciennes de toute l'Afrique subsaharienne, témoignent d'une pratique religieuse sincère et profonde. Mais elles témoignent aussi d'une capacité remarquable à absorber une religion universelle, tout en préservant une identité locale intacte, ce qui est exactement ce que les colonisateurs religieux, qui viendront bien plus tard, ne pardonneront jamais à cette civilisation. La structure sociale qui s'est développée dans ces cités était aussi originale que leur culture matérielle. Au sommet se trouvaient les grandes familles marchandes, souvent d'origine mixte arabe et bantu, dont la légitimité reposait autant sur leur maîtrise du commerce que sur leur généalogie soigneusement entretenue et publiquement affichée. Ces élites ne gouvernaient pas comme des rois absolus cherchant la conquête. Elles gouvernaient comme des arbitres, des coordinateurs, des garants de règles commerciales que tout le monde avait intérêt à respecter. En dessous d'elles, une classe intermédiaire d'artisans, de navigateurs et de petits marchands formait l'épine dorsale économique de ces villes. Et à la base, des agriculteurs, des pêcheurs et des esclaves, dont la présence rappelle que cette civilisation, comme toutes les civilisations de l'époque, était construite sur des inégalités profondes, qu'il serait aussi naïf
qu'intellectuellement malhonnête d'ignorer. Ce qui définissait un Swahili, finalement, n'était ni la couleur de sa peau, ni l'origine exacte de ses ancêtres. C'était un mode de vie, une façon de s'habiller, de construire sa maison, de pratiquer sa religion, de faire du commerce et de parler. C'était avant tout une culture urbaine. Et c'est peut-être là le détail le plus révolutionnaire de toute cette histoire. Dans un continent majoritairement rural, les cités swahili étaient des espaces de densité humaine, de diversité ethnique et de sophistication économique qui ne ressemblaient à rien d'autre dans toute l'Afrique subsaharienne de l'époque. Être swahili, c'était être urbain. C'était être connecté au monde. C'était appartenir à un réseau planétaire, à une époque où la plupart des êtres humains passaient leur vie entière dans un rayon de quelques kilomètres autour de leur lieu de naissance. Et c'est précisément cette identité hybride, cette culture profonde de la connexion et de l'échange, qui a permis aux cités swahili de franchir une étape que beaucoup d'autres peuples côtiers n'ont jamais franchie. Passer du statut de simple point de transit, un endroit où les marchandises s'arrêtent brièvement avant de repartir, au statut de puissance organisatrice, capable de contrôler les flux, de fixer les prix et de décider qui peut commercer et à quelles conditions. Ce saut n'est pas évident, et il n'est pas automatique. Il exige une confiance collective, une organisation politique capable de tenir dans la durée, et un système de valeurs qui rendent le commerce non pas simplement toléré, mais glorifié, comme la forme la plus noble d'ambition humaine. Les Swahili avaient tout cela. Et entre le Xe et le XIVe siècle, ils ont construit dessus quelque chose qui allait changer la carte du monde. En l'an 1331, un voyageur marocain du nom d'Ibn Battuta arriva sur l'île de Kilwa Kisiwani après avoir traversé une grande partie du monde connu. Cet homme n'était pas un touriste impressionnable. Il avait déjà visité l'Égypte, la Perse, l'Inde, les steppes de la Russie médiévale et les cours des sultans les plus puissants du monde islamique. Il avait vu des merveilles architecturales qui faisaient perdre la tête aux voyageurs les moins blasés. Et quand il prit sa plume pour décrire Kilwa dans son journal de bord, il écrivit que c'était l'une des plus belles et des mieux construites villes du monde entier. Pas d'Afrique, du monde entier. Un homme qui avait tout vu et qui disait ça d'une île au large de la côte tanzanienne. Le témoignage d'Ibn Battuta n'est pas celui d'un observateur naïf émerveillé par la première ville qu'il voit de sa vie. À l'époque où il visite Kilwa, il a déjà parcouru plus de 75 000 kilomètres, soit presque 2 fois le tour de la Terre, et visité plus d'une quarantaine de pays sur 3 continents. Il a séjourné à Constantinople, il a décrit avec précision la cour du sultan du Mali, la plus riche d'Afrique occidentale. Il sait ce qu'est une grande ville, et il sait ce qu'est un palais. Et pourtant il choisit Kilwa pour l'une de ses descriptions les plus enthousiastes de toute sa carrière de voyageur. Ce détail seul devrait suffire à effondrer définitivement le récit de l'Afrique précoloniale comme continent sans histoire urbaine. Mais comme nous l'avons vu, les récits commodes ont la vie dure, même face aux témoignages les plus solides et les plus incontestables. Kilwa Kisiwani, l'île de Kilwa au Puy, n'était pas destinée à devenir un empire. C'est une petite île au large de la côte du sud de la Tanzanie actuelle, à peine quelques kilomètres carrés de rochers coralliens entourés de mer. Les fouilles archéologiques suggèrent une occupation humaine dès le 7e ou 8e siècle de notre ère, probablement par des pêcheurs et de petits marchands côtiers. Ce qui a transformé ce point géographique en puissance commerciale, c'est sa position, parfaitement placée entre les routes maritimes du nord et les sources d'or du Zimbabwe intérieur, à mi-chemin entre les grands ports arabiques et les côtes plus méridionales, rarement fréquentées par les navires étrangers. Celui qui contrôlait Kilwa contrôlait le passage obligé de toutes les marchandises qui remontaient ou descendaient la côte sud-africaine. Et les sultans de Kilwa l'ont compris avant tout le monde. L'or qui a fait la fortune de Kilwa venait de très loin. Il venait des mines du Grand Zimbabwe, cet empire de l'intérieur dont les ruines monumentales ont mystifié les explorateurs européens du XIXe siècle
exactement comme les ruines Swahili et pour exactement les mêmes raisons racistes. L'or zimbabwéen descendait par des réseaux terrestres contrôlés par des intermédiaires successifs jusqu'au port de Sofala, à l'extrême sud de la côte Swahili. Et Sofala, c'est là que le génie stratégique de Kilwa entre en scène, était sous contrôle kilwain depuis le début du XIe siècle. Ce n'était pas une relation commerciale ordinaire entre partenaires égaux. C'était un monopole délibérément construit et jalousement défendu. Quiconque voulait acheter de l'or africain devait passer par Kilwa. Quiconque voulait vendre des marchandises au marché de l'intérieur devait passer par Kilwa. La ville avait construit autour d'elle une architecture commerciale aussi solide que ses propres murs de corail. Le mécanisme par lequel Kilwa maintenait ce monopole était à la fois simple et brillant dans son exécution. La ville ne cherchait pas à conquérir militairement les sources d'or. Elle n'en avait ni les moyens, ni le besoin. Elle cherchait à rendre tout commerce sans elle structurellement impossible. Elle y parvenait en contrôlant les devises. Les pièces de cuivre frappées à Kilwa étaient la monnaie d'échange standard sur toute la côte sud. Elle y parvenait en contrôlant les ports. Tout navire qui voulait charger des marchandises dans cette région devait s'arrêter à Kilwa et payer les droits correspondants. Et elle y parvenait en construisant des relations diplomatiques avec les intermédiaires terrestres que ni les marchands arabes ni les marchands indiens ne pouvaient établir sans elle. C'est exactement ce que fait aujourd'hui une plateforme technologique qui s'impose comme intermédiaire obligatoire dans une chaîne d'approvisionnement mondiale. Sauf que Kilwa l'avait inventé 7 siècles avant que le concept ne soit formalisé dans un manuel de commerce. L'apogée de cette richesse est visible encore aujourd'hui dans les ruines du palais de Hussouni Kubwa, construit au début du XIVe siècle par le sultan Alassane ibn Sulayman. C'est le plus grand bâtiment précolonial connu d'Afrique subsaharienne, avec plus de 100 salles disposées autour d'une succession de cours intérieures, un bassin de natation taillé dans le corail, des entrepôts assez vastes pour stocker des centaines de tonnes de marchandises, et une terrasse dominant le port qui permettait au sultan de surveiller visuellement chaque navire entrant et sortant. Ce n'est pas un palais construit pour impressionner un ennemi par la magnificence, ou intimider un vassal par la hauteur de ses murs. C'est un palais conçu pour gérer une opération commerciale d'une complexité extraordinaire, où l'architecture elle-même est mise au service de la logistique. Le sultan n'était pas seulement un chef politique, il était le directeur général d'une multinationale avant que le concept n'existe. À quelques centaines de mètres du palais se dresse encore, en ruine, battue par les vents de l'océan, la grande mosquée de Kilwa. Construite et agrandie plusieurs fois entre le XIe et le XVe siècle, elle était à son apogée la plus grande mosquée à coupole d'Afrique subsaharienne. Ses colonnes en corail taillé supportaient une série de voûtes dont l'ingénierie n'a pas de précédent exact dans toute la région côtière. Les archéologues qui l'ont étudiée au XXe siècle ont noté que la qualité de la taille du corail et la précision géométrique des arcs témoignent d'une tradition artisanale développée sur des générations, impossible à improviser et impossible à importer, toute faite depuis une autre culture. Ce bâtiment n'a pas été construit par des étrangers de passage. Il a été construit par des maîtres artisans kilwanes qui avaient appris leur métier de leur père, qui l'avaient appris des leurs, dans une chaîne de transmission du savoir-faire qui s'étendait sur des siècles. L'un des indices les plus révélateurs de la sophistication kilwaine est son système monétaire propre. Frapper de la monnaie n'est pas un acte anodin. C'est un acte de souveraineté politique autant qu'économique. Cela suppose une capacité à contrôler un approvisionnement en métal, une infrastructure technique pour la frappe, un réseau de distribution suffisamment étendu pour que la monnaie soit acceptée, et une autorité politique assez solide pour que sa valeur soit garantie dans la durée. Les sultans de Kilwa ont frappé des pièces de cuivre depuis au moins le XIe siècle. Des pièces qui ont été retrouvées non seulement à Kilwa, mais sur toute la côte Swahili, dans les terres du Zimbabwe, et même jusqu'en Australie, transportées probablement par des navigateurs malais, bien avant que les Européens ne cartographient ces eaux.
Une monnaie qui voyage sur des milliers de kilomètres, c'est une monnaie qui inspire confiance. Et la confiance, dans le commerce, c'est tout. Kilwa était la plus puissante, mais elle n'était pas seule. Tout le long de la côte est africaine, d'autres cités-États swahili avaient développé leurs propres spécialités et leurs propres réseaux. Mombasa, au nord, était le grand port de correspondance entre les routes du golfe Persique et les côtes est-africaines. Une ville de tailleurs de pierre et de marchands qui deviendra plus tard la cible principale des attaques portugaises, précisément parce qu'elle était trop stratégiquement placée pour être ignorée. Zanzibar contrôlait le commerce des épices et des esclaves dans le canal du Mozambique. Pat et Madindi, sur la côte kenyane, étaient les points d'entrée des relations diplomatiques avec la Chine des Ming. Ensemble, ces villes formaient non pas un empire centralisé avec un chef unique et une armée commune, mais quelque chose de plus intéressant et de plus durable. Un réseau. Une fédération informelle d'intérêts convergents que personne n'avait fondée par décret et que personne ne pouvait détruire d'un seul coup. Ce réseau, à son apogée entre le XIIe et le XVe siècle, était la force commerciale la plus significative de l'hémisphère oriental. Il contrôlait des marchandises que le reste du monde désirait désespérément. Il s'appuyait sur une infrastructure maritime, financière et diplomatique que des siècles d'expérience avaient rendue presque infaillible. Et il reposait sur quelque chose que les empires militaires ne comprennent jamais et ne peuvent jamais reproduire. La confiance mutuelle entre partenaires qui ont tous quelque chose à perdre si le système s'effondre. La vraie question n'est plus comment ces villes sont devenues riches. La vraie question, celle qui explique tout ce qui va suivre, c'est comment on fait fonctionner pendant 5 siècles un empire sans armée, sans conquête et sans capital. Et la réponse à cette question est peut-être la leçon de gouvernance la plus sophistiquée que l'histoire ancienne nous ait jamais laissée. Voici quelque chose qui devrait vous arrêter net. Au XVe siècle, les plus grandes puissances militaires du monde, l'Empire ottoman, la Chine des Ming, les sultans de l'Inde du Nord, entretenaient des millions de soldats, des flottes de guerre et des arsenaux qui défieraient l'imagination. Et pourtant, aucune d'entre elles ne contrôlait les routes commerciales de l'océan Indien. Aucune n'avait le monopole de l'or africain. Aucune n'était en position de dicter les prix de l'ivoire sur 3 continents. Ce pouvoir-là appartenait à un réseau de petites cités-États qui n'avaient pas d'armée permanente digne de ce nom, parce qu'elles avaient compris quelque chose que les empires militaires n'ont jamais réussi à saisir. Que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité à détruire, mais de la capacité à être indispensable. La mécanique de cet empire était d'une élégance redoutable. Tout reposait sur une division du travail géographique que les Swahili avaient affiné sur des siècles d'expérience accumulée. Les marchands de l'intérieur, les intermédiaires qui faisaient le lien entre les sources d'or du Zimbabwe, les forêts d'ivoire du Kenya intérieur et les ports côtiers, n'étaient pas des Swahili, appartenaient à des dizaines de peuples différents et opéraient selon des codes culturels que seuls des siècles de relations de confiance permettaient de naviguer. Ce que les Swahili apportaient à cette chaîne, c'était le maillon terminal, la capacité de transformer ces marchandises brutes en valeurs échangeables sur le marché mondial et d'en redistribuer une part suffisante pour que tout le monde ait intérêt à ce que le système continue de fonctionner. C'est le fondement de tout empire durable. Ne pas tout prendre. Prendre juste assez pour que les autres aient besoin de toi. Ce qui circulait concrètement dans ce système est fascinant dans ses détails. L'or d'abord, extrait des mines du plateau zimbabwéen, remontait vers la côte dans des sachets de cuir cousus, pesés et recomptés à chaque étape du trajet. L'ivoire d'éléphant africain, plus dur, plus blanc, plus facile à sculpter que l'ivoire indien, était le produit de luxe le plus recherché des cours asiatiques, où les défenses les plus grandes pouvaient valoir une fortune. L'ambre gris, cette sécrétion du cachalot que la mer rejetait parfois sur les plages côtières, valait son poids en or dans les parfumeries arabes et persanes.
Et puis il y avait les esclaves. Il faut le dire clairement, sans euphémisme. Des hommes et des femmes arrachés aux communautés de l'intérieur africain et transportés vers les marchés du Golfe Persique, de l'Inde et de la Chine. Un aspect de l'empire swahili qui est réel, documenté, et qu'effacé de la narration serait exactement le même genre de manipulation que nous dénonçons chez ceux qui nient tout le reste. Mais la mécanique financière qui sous-tendait tout cela est peut-être encore plus impressionnante que les marchandises elles-mêmes. Les marchands swahili et leurs partenaires indiens et arabes avaient développé des instruments de crédit d'une sophistication remarquable. Des lettres de change permettaient de transférer des sommes considérables entre des villes distantes de plusieurs milliers de kilomètres sans transporter physiquement du métal précieux, avec tous les risques de vol et de naufrage que cela impliquait. Un marchand qui partait de Kilwa avec une cargaison d'or pouvait financer son voyage entier sur la réputation de son nom et de celui de sa famille, avant même d'avoir vendu la moindre marchandise. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est un système de crédit basé sur la confiance et la réputation, aussi fonctionnel que n'importe quelle banque moderne, mais sans les frais de tenue de compte. Le sommet de ce génie diplomatique, c'est la relation que les cités swahili ont réussi à établir avec la Chine des Ming au XVe siècle. La flotte de l'amiral Zheng He est l'une des réalisations navales les plus impressionnantes de l'histoire humaine. Des centaines de navires, dont les plus grands mesuraient plus de 130 mètres de long, soit environ 5 fois la taille des caravelles de Christophe Colomb, transportant des milliers d'hommes sur des routes qui couvraient l'océan Indien de bout en bout. Cette flotte ne venait pas conquérir. Elle venait établir des relations tribu-commerce avec les puissances locales, asseoir le prestige de l'empire des Ming et sécuriser des routes d'approvisionnement stratégiques. Et les cités swahili, loin de s'aplatir devant cette démonstration de force colossale, surent se positionner comme des partenaires dignes, offrant des présents diplomatiques calculés et recevant en échange une reconnaissance internationale qui renforçait leur statut face à leurs concurrents régionaux. Les 7 voyages de Zheng He entre 1405 et 1433 sont le témoignage le plus frappant de l'intégration des cités swahili dans le système mondial de l'époque. Lors de chacune de ces expéditions, les navires de l'amiral faisaient escale sur la côte est africaine, échangeant des marchandises et établissant des relations diplomatiques formelles avec les sultans locaux. Les chroniqueurs chinois qui accompagnaient ces voyages ont laissé des descriptions détaillées des villes swahili, leurs marchés, leurs mosquées, leurs habitants, leurs pratiques commerciales, qui constituent aujourd'hui une source historique d'une valeur inestimable et totalement indépendante des sources européennes. Ce que ces descriptions révèlent, c'est que les observateurs chinois n'étaient pas surpris par la sophistication de ces villes. Ils les traitaient comme des homologues naturels dans un système mondial qu'ils considéraient parfaitement normal. La surprise viendrait bien plus tard, quand les Européens arriveraient et décideraient que tout ce qu'ils voyaient était structurellement impossible. Le capital le plus précieux dans ce système n'était pas l'or, ce n'était pas l'ivoire, ce n'étaient même pas les navires ou les routes maritimes, c'était la réputation. Dans un réseau qui s'étendait sur des milliers de kilomètres et impliquait des dizaines de peuples différents, la réputation d'un marchand ou d'une famille marchande était la seule garantie universellement acceptable, et un marchand qui trahissait cette réputation une seule fois se retrouvait exclu du réseau entier, sans appel et sans recours. Un mécanisme de sanction collective plus efficace que n'importe quel tribunal commercial et plus dissuasif que n'importe quelle armée. Si vous aimez ce genre d'histoire, celle que les manuels scolaires n'osent pas raconter, abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce qui arrive dans les prochains chapitres est encore plus révélateur. Mais pour l'instant, revenons à ce qui rendait tout ce système possible au niveau humain. L'islam jouait dans tout cela un rôle qu'on n'identifie pas toujours clairement, mais qui était fondamental. La religion commune, partagée par les marchands swahili, arabes, persans et une partie des marchands indiens, créait un terrain de confiance minimal entre des acteurs qui n'auraient autrement eu aucune base commune.
Les règles commerciales islamiques, interdiction de l'usure excessive, obligation de respecter les termes d'un contrat, code précis sur la gestion des dettes et des partenariats, fonctionnaient comme un droit commercial commun reconnu dans tous les ports de l'océan Indien islamique. Un marchand swahili arrivant à Ormuz ou à Calicut savait qu'il pouvait invoquer ces règles et être entendu. Ce n'est pas une coïncidence si la diffusion de l'islam et l'expansion des réseaux commerciaux de l'océan Indien suivent des courbes presque parfaitement parallèles dans l'histoire. L'une nourrissait l'autre dans une spirale de confiance et d'échange qui s'auto-renforçait. Ce que les Swahilis avaient compris, et c'est peut-être la leçon la plus moderne de toute cette histoire ancienne, c'est que le contrôle le plus solide est celui que les contrôlés acceptent volontairement parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Aucune ville de l'intérieur africain n'était obligée de vendre son or aux marchands Swahili. Aucun capitaine de navire arabe n'était forcé de s'arrêter dans les ports Kilwain. Il le faisait parce que c'était le meilleur deal disponible. Parce que les ports Swahili offraient des conditions de sécurité, des infrastructures de stockage, des réseaux de crédit et des connexions commerciales que personne d'autre ne pouvait offrir à ce niveau. C'est exactement le modèle des grandes plateformes commerciales mondiales d'aujourd'hui. Personne n'est forcé, mais l'écosystème est tellement plus efficace que les alternatives que tout le monde finit par en dépendre. Sauf que les Swahilis l'avaient inventé sans algorithme et sans capital risque. Mais voici l'ironie que cette histoire porte en elle comme une bombe à retardement. Un empire bâti sur l'indispensabilité commerciale, sur la confiance et sur la douceur de ses mécanismes de contrôle est extraordinairement efficace tant que les règles du jeu restent les mêmes pour tout le monde. Mais il devient terriblement vulnérable le jour où quelqu'un décide de changer ses règles par la force brute. Quand la violence pure remplace la négociation comme principe d'organisation des échanges, un empire de marchands se retrouve nu face à un empire de canons. Et toute la sophistication financière du monde ne peut rien contre une bougie posée sur un entrepôt plein de marchandises. Ce jour-là était en train d'approcher, quelque part à l'horizon de l'océan Indien, porté par des vents que personne sur la côte Swahili ne pouvait encore sentir. Quand le sultan de Kilwa recevait ses invités dans la salle d'audience du palais de Husuni Kubwa, les lampes à l'huile jetaient des ombres dorées sur des murs décorés de niches en stuc et des portes sculptées dans un bois précieux importé de l'intérieur africain. Ces convives mangeaient dans de la porcelaine chinoise, la même porcelaine que les cours royales d'Asie considéraient comme le symbole suprême du raffinement, et buvaient dans des coupes en céramique islamique importées de Perse. À la même époque, à Paris, la majorité des bâtiments de la ville étaient encore en bois et en torchis, et les rues n'étaient pas pavées. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait archéologique. Et le refus persistant d'intégrer ce fait dans la conscience historique collective n'est pas une omission innocente. La construction en corail taillé est l'une des techniques architecturales les plus ingénieuses que l'humanité ait jamais développées dans une région côtière tropicale. Le corail de récif, une fois extrait et séché, devient une pierre légère, poreuse et relativement facile à tailler, mais d'une durabilité extraordinaire une fois mise en œuvre dans un mur. Les artisans Swahili avaient développé sur des siècles des techniques de taille précise qui leur permettaient de produire des blocs parfaitement calibrés, des arcs en plein cintre, des niches décoratives et des colonnes d'une régularité remarquable. Les mortiers à base de chaux corallienne cuite adhéraient si parfaitement à la pierre de base que beaucoup de murs construits au XIIIe ou XIVe siècle tiennent encore debout aujourd'hui, sans consolidation moderne. Cette longévité n'est pas un accident. C'est la signature d'une maîtrise technique transmise avec soin sur des générations entières d'artisans dont personne n'a jamais retenu les noms. Les cités Swahili n'étaient pas des agglomérations organiques sans logique d'ensemble. Elles suivaient une organisation spatiale réfléchie qui reflétait les hiérarchies sociales et les fonctions économiques de chaque quartier. Au centre de la ville, toujours en pierre, toujours multi-étagé,
se trouvaient les maisons des élites marchandes, les mosquées du vendredi et les entrepôts commerciaux stratégiquement placés à proximité des quais. En périphérie, les quartiers en matériaux légers abritaient les artisans, les pêcheurs et les travailleurs dont la présence rendait le reste possible. Entre ces deux zones, les marchés couverts, des places publiques et des puits collectifs créaient des espaces de mixité sociale qui rendaient la ville fonctionnelle au quotidien et qui témoignent d'une pensée urbaine délibérée, pas d'une croissance accidentelle. La vie quotidienne dans une grande cité swahili du XIVe siècle était une expérience sensorielle que peu d'endroits dans le monde contemporain pouvaient égaler en termes de diversité et d'intensité. Les marchés débordaient de marchandises venues de tous les coins de l'océan Indien. Tissus indiens aux couleurs vives, céramique chinoise empilée par centaines, épices dont les parfums se mêlaient à ceux du poisson séché et des fruits tropicaux de l'arrière-pays. Les quais voyaient passer chaque semaine des marins qui parlaient une demi-douzaine de langues différentes et apportaient avec eux des nouvelles, des rumeurs et des innovations venues de civilisations que la plupart des habitants de la planète ne connaîtraient jamais. Les enfants des élites apprenaient à lire et à écrire en arabe dans des écoles coraniques attachées aux mosquées. Mais ils grandissaient dans un environnement où parler swahili, comprendre quelques mots de gujarati et naviguer entre plusieurs codes culturels simultanément était une compétence de survie aussi naturelle que respirée. La cuisine swahili de l'âge d'or était elle-même une œuvre de synthèse remarquable. Les épices venues de Zanzibar, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, girofle, cardamome, curcuma, poivre long, transformaient des ingrédients locaux en plats d'une complexité aromatique qu'on ne trouve pas dans des cuisines moins connectées au monde. Le riz, importé d'Inde, avait déjà remplacé le sorgho comme aliment de prestige dans les foyers aisés. La viande de bœuf, de chèvre et de volaille était préparée selon des techniques halal qui témoignaient de l'intégration profonde de la pratique islamique dans la vie quotidienne la plus ordinaire. Et sur les tables des sultans, de la porcelaine des dynasties Song et Ming côtoyaient des plats de présentation locaux décorés de motifs géométriques swahili, créant une esthétique culinaire d'une originalité absolue qui n'appartenait pleinement à aucune des cultures qui l'avaient nourri. Le vêtement était dans les cités swahili un marqueur social d'une précision redoutable. Les élites portaient des tissus importés, soie de Chine, coton fin de l'Inde, lin d'Égypte, teints et brodés selon des codes qui indiquaient immédiatement le rang, la famille et le niveau de richesse de celui qui les portait. Les femmes des grandes familles marchandes portaient des bijoux en or et en argent d'une finesse remarquable, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles dont les archéologues ont retrouvé des fragments sur plusieurs sites côtiers, et se parfumaient à l'ambre gris et à l'oud, deux substances dont les cités swahili contrôlaient une partie significative de l'approvisionnement mondial. Ce soin de l'apparence n'est pas superficiel dans le contexte de ces villes. Dans une économie de la réputation, l'apparence extérieure était une communication économique autant qu'esthétique. Une façon de signaler aux partenaires commerciaux potentiels qu'on était quelqu'un avec qui il valait la peine de faire des affaires. Les cités swahili n'étaient pas seulement des centres commerciaux. Elles étaient aussi des centres intellectuels d'une activité réelle et documentée. Des érudits spécialisés dans le droit islamique résidaient dans les grandes villes et rendaient des jugements sur des litiges commerciaux, des questions d'héritage et des affaires familiales, selon un droit à la fois islamique dans ses principes et swahili dans son application pratique. Des poètes composaient en swahili des œuvres qui empruntaient aux traditions de la poésie arabe classique, la métrique, les thèmes, certaines images, tout en s'exprimant dans une langue et avec des références qui n'appartenaient qu'à ce littoral africain. Des chroniques locales conservaient la mémoire des dynasties, des guerres et des événements importants dans une tradition d'historiographie orale et écrite qui n'a pas grand-chose à envier aux annales médiévales européennes. Cette production intellectuelle n'a pas été détruite en un seul endroit. Elle a été dispersée, ignorée, requalifiée. Mais elle existe, et les chercheurs qui savent où la chercher continuent d'en tirer des révélations. Ce que les fouilles archéologiques systématiques des sites swahili ont révélé depuis les années 60 du siècle passé est proprement stupéfiant. À Guédi,
sur la côte kenyane, une ville fantôme abandonnée au XVIIe siècle et progressivement envahie par la forêt, les archéologues ont mis au jour des maisons à étages, des systèmes de canalisation en céramique pour l'eau courante et des latrines intégrées aux structures. Un niveau de confort sanitaire urbain que beaucoup de villes européennes n'atteindront pas avant le XIXe siècle. À Shanga, dans l'archipel de Lamu, les fouilles ont révélé une occupation continue depuis le 8e siècle, avec des strates archéologiques qui documentent l'évolution progressive de simples structures en bois vers des bâtiments en pierre de plus en plus sophistiqués. À Manda, les chercheurs ont trouvé de la céramique islamique datant du 9e siècle et des pièces de monnaie qui témoignent d'échanges commerciaux avec le monde arabe, à une époque où l'Europe était encore plongée dans ce qu'on appelait les âges sombres. Pris ensemble, tous ces éléments, l'architecture, l'urbanisme, la cuisine, le vêtement, la production intellectuelle, les objets retrouvés par les archéologues, dessinent le portrait d'une civilisation à son zénith. Pas parfaite, pas sans inégalité ni sans violence, mais vivante, créative, connectée au monde et capable d'innovation dans des domaines multiples simultanément. Une civilisation qui avait résolu des problèmes techniques que d'autres peuples contemporains n'avaient même pas encore identifiés. Une civilisation dont les habitants, s'ils pouvaient vous voir en train de les étudier depuis le futur, reconnaîtraient peut-être dans votre étonnement, non pas un compliment, mais une question. Pourquoi est-ce que ça vous surprend autant ? Nous étions là. Nous avons toujours été là. Et puis, à la fin du XVe siècle, des silhouettes apparurent à l'horizon de l'océan Indien. Des voiles carrées, des coques hautes et lourdes, des navires qui ne ressemblaient à rien de ce que les pilotes des ports Swahili avaient jamais vu. Sur ces navires, des hommes qui ne venaient pas pour commercer, ni pour apprendre, ni pour s'installer et se mélanger, comme les Arabes et les Persans l'avaient fait des siècles auparavant. Ils venaient pour quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus brutal. Et le monde que nous venons de décrire allait, en l'espace de quelques décennies, être réduit à des ruines que personne n'oserait plus appeler par leur vrai nom. Il y a une façon dont on raconte habituellement l'arrivée de Vasco de Gama sur la côte est africaine en 1498. Et cette façon est un mensonge par omission. On te parle d'un explorateur courageux, d'une route maritime révolutionnaire, d'une rencontre entre deux mondes. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que la côte qu'il longeait avec ses 4 navires était déjà, à ce moment précis, l'une des régions les plus prospères et les plus connectées de la planète. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que les pilotes qui l'ont guidé jusqu'en Inde connaissaient ses routes depuis des siècles, sans avoir besoin de lui. Et ce qu'on ne te dit pas surtout, c'est que ce que Vasco de Gama est venu faire dans l'océan Indien n'était pas une découverte, c'était une saisie. Pour comprendre ce qui arrive ensuite, il faut comprendre la situation de l'Europe occidentale à la fin du XVe siècle. Les routes terrestres qui apportaient les épices d'Asie en Europe passaient par Constantinople, Bagdad et les marchés arabes, et elles étaient sous contrôle croissant de l'Empire ottoman depuis la prise de Constantinople en 1453. Chaque étape de ce trajet représentait une taxe, une marge, un intermédiaire qui prélevait sa part avant que le poivre ou la cannelle n'arrive à Lisbonne ou à Venise. Ce coût était insupportable pour des couronnes européennes dont les ambitions commerciales dépassaient largement les moyens disponibles. La solution ? Contourner l'ensemble de ce réseau en trouvant une route maritime directe vers les sources de ces épices était l'obsession stratégique de la couronne portugaise depuis plusieurs décennies. Vasco de Gama n'était pas un rêveur. Il était l'exécuteur d'un projet politique précis, financé et commandité par un État qui savait exactement ce qu'il voulait. Le premier voyage de Vasco de Gama en 1498 est, dans sa phase africaine, une histoire de malentendus calculés. Les sultans de Mozambique et de Mombasa reçurent les navires portugais avec la prudence que tout marchand expérimenté réserve à des inconnus qui arrivent armés et dont les intentions commerciales restent délibérément floues. Vasco de Gama tenta de se faire passer pour un marchand musulman, espérant profiter de la confiance que le réseau islamique accordait à ses membres. Le stratagème échoua rapidement et les tensions à Mombasa faillirent tourner au conflit ouvert.
C'est finalement à Malindi, dont le sultan cherchait à se distinguer de ses rivaux régionaux, que les Portugais obtinrent ce dont ils avaient le plus besoin, un pilote compétent pour la traversée de l'océan Indien. Ce pilote, que certaines sources arabes identifient comme Ahmad ibn Majid, le plus grand navigateur de l'époque, leur ouvrit la route qu'ils cherchaient, et en ouvrant cette route, il signa sans le savoir l'arrêt de mort de la civilisation qu'il avait formée. Quand Vasco de Gama revint dans l'océan Indien en 1502 avec une flotte de 20 navires et des instructions précises de la couronne portugaise, le masque du commerçant avait complètement disparu. Ce second voyage n'avait pas pour objectif d'établir des relations commerciales équitables. Son objectif était de détruire le système commercial arabo-swahili et de le remplacer par un système de tribus forcées contrôlé par le Portugal. Les méthodes de ce voyage sont documentées dans les journaux de bord portugais eux-mêmes. Un navire de pèlerins musulmans revenant de la Mecque, le Miri, fut intercepté par la flotte. Ses passagers, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, furent enfermés dans la cale après que les marchandises à bord eurent été volées et le navire fut incendié. Les noyades et les brûlures prirent plusieurs jours. Aucun survivant. Ce n'est pas de la guerre, c'est du terrorisme maritime prémédité, documenté par les auteurs du crime eux-mêmes. La ville de Mombasa connut pour la première fois le feu portugais en 1505, sous le commandement de Francisco de Almeida. La flotte s'approcha du port, exigea une reddition et des tributs que le sultan refusa. Parce qu'aucun sultan qui se respectait ne pouvait accepter de se soumettre à des étrangers sans la moindre légitimité commerciale ou religieuse sur ses terres. Le refus fut immédiatement suivi d'un bombardement naval, puis d'un débarquement de soldats qui pillèrent et brûlèrent la ville de manière systématique, tuant sans discrimination, détruisant les entrepôts, les mosquées et les maisons construites sur plusieurs siècles. Ce n'était pas une punition pour un crime précis. C'était un message envoyé à l'ensemble des cités swahili. Céder ou brûler. Mombasa sera brûlée encore 2 fois dans les décennies suivantes, chaque fois qu'elle tentera de reprendre son indépendance commerciale. Ce que les Portugais établirent dans l'océan Indien n'était pas un empire commercial au sens traditionnel. C'était un racket organisé à l'échelle d'un océan entier. Le système de passeports commerciaux obligatoires que tout navire marchand devait acheter aux autorités portugaises pour avoir le droit de naviguer était conçu non pas pour améliorer le commerce, mais pour en prélever une part par la menace directe. Tout navire surpris sans ce document pouvait être saisi, ses marchandises confisquées et son équipage tué. Les ports qui refusaient de reconnaître l'autorité portugaise étaient bombardés. Les marchands arabes, indiens et swahili qui représentaient l'épine dorsale du réseau se retrouvèrent soudainement contraints de payer pour le droit d'utiliser des routes qu'ils avaient construites et entretenues pendant des siècles, au profit d'une puissance étrangère qui n'avait ni la connaissance, ni les réseaux, ni la légitimité pour les remplacer. Et c'est là que réside l'une des ironies les plus cruelles de toute cette histoire. En détruisant le réseau commercial swahili, les Portugais n'étaient pas capables de le remplacer. Ils pouvaient saisir des marchandises, taxer des ports et brûler des villes, mais ils ne savaient pas comment faire du commerce dans l'océan Indien, à l'échelle et avec la sophistication que ce commerce exigeait. Les pilotes capturés mouraient ou se taisaient. Les marchands locaux trouvaient des routes alternatives. Le système se réorganisait autour des points de contrôle portugais, comme de l'eau autour d'un obstacle. Ce que le Portugal réussit à faire, en définitive, ce n'est pas remplacer un système commercial brillant par un autre système brillant. C'est dégrader l'ensemble du réseau au point qu'il ne fonctionnait plus aussi bien pour personne, y compris pour les Portugais eux-mêmes. Une par une, les grandes cités swahili furent contraintes de choisir entre la soumission et la destruction. Kilwa fut occupé en 1505, son palais pillé, sa mosquée profanée, son sultan destitué et remplacé par un fantoche portugais. Sofala, le verrou qui contrôlait l'or zimbabwéen, passa sous contrôle portugais la même année, et avec elle s'évanouit le monopole que Kilwa avait mis des siècles à construire. Sans les routes maritimes libres, sans les réseaux de crédit, sans la sécurité commerciale que le système swahili avait garantie pendant des générations, les villes perdaient leur raison d'être économique. Le commerce se contracta, les marchands partirent, les entrepôts se vidèrent. Et les palais de corail commencèrent lentement à être repris par la végétation tropicale. Mais derrière les chiffres commerciaux et les stratégies géopolitiques,
il y avait des vies humaines. Des familles de marchands qui perdaient en quelques mois des fortunes accumulées sur des générations. Des artisans dont le savoir-faire n'avait plus de marché. Des navigateurs dont les routes étaient désormais surveillées par des canons étrangers. Des femmes et des enfants massacrés dans des villes qui ne demandaient qu'à continuer de fonctionner comme elles l'avaient toujours fait. Ce n'est pas un bilan abstrait, c'est une catastrophe humaine concrète, décrite dans des sources arabes et swahilis contemporaines qui témoignent de la terreur, de la fuite et du deuil d'un monde qui s'effondrait. Et cette catastrophe n'a pas été commise au nom d'une idéologie ni d'une religion. Elle a été commise au nom d'une chose très simple, la cupidité d'une couronne qui voulait s'emparer de richesses qu'elle n'avait pas créées. On pourrait penser que la destruction physique suffisait. Brûler les villes, tuer les marchands, démanteler les réseaux. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'effacement le plus efficace. La destruction physique laisse des ruines, et les ruines posent des questions. Les vraies questions, celles qui auraient pu mettre mal à l'aise les histoires de gloire portugaises, espagnoles et britanniques qui allaient construire l'idéologie coloniale des siècles suivants, ces questions-là ne pouvaient pas rester sans réponse commode. Il fallait une deuxième opération, plus discrète, plus patiente et infiniment plus durable que les bombardements navals. Il fallait effacer non pas les murs, mais la mémoire de ce qu'ils avaient été. Et cette opération, contrairement à l'incendie de Mombasa, n'a pas encore vraiment pris fin. Il y a deux façons de tuer une civilisation. La première est rapide, visible et bruyante. Les bombes, les incendies, les massacres. La deuxième est lente, invisible et silencieuse. Elle s'appelle l'interprétation. Si la première destruction de la civilisation swahili a pris quelques décennies de violence portugaise, la deuxième destruction, celle qui a réussi à convaincre le monde entier que ces villes n'avaient jamais vraiment existé comme elles existaient, a pris plusieurs siècles et est, dans une certaine mesure, encore en cours. La différence entre les deux, c'est que la première laisse des ruines que les gens peuvent voir. La deuxième laisse des manuels scolaires. Et les manuels scolaires durent beaucoup plus longtemps que les murs. Quand les premiers explorateurs européens du XIXe siècle se mirent à parcourir systématiquement la côte est-africaine, dans le cadre de la grande entreprise coloniale qui allait partager le continent entre les puissances européennes, ils trouvèrent des ruines. Des arcs en corail à moitié effondrés dans la végétation, des colonnes encore debout dans des villes fantômes que la forêt avait progressivement envahies. Des mosquées dont les murs tenaient encore après des siècles d'abandon. Des palais dont on pouvait encore deviner le plan au milieu des broussailles. Ces ruines posaient une question simple et gênante. Qui les avait construites ? Et la réponse, pour un explorateur du XIXe siècle imprégné des théories raciales de son époque, ne pouvait structurellement pas être des Africains. La solution intellectuelle que les explorateurs et les administrateurs coloniaux trouvèrent à ce problème était à la fois simple et révélatrice de leur époque. Ces bâtiments, décrétèrent-ils, devaient avoir été construits par des étrangers venus d'ailleurs. Des Phéniciens peut-être, ce peuple méditerranéen qu'on invoquait à l'époque pour expliquer toute construction antique dont on refusait d'attribuer la paternité aux peuples locaux. Ou des Arabes du Nord, ou des descendants des bâtisseurs du temple de Salomon, ou des colons indiens préhistoriques. N'importe quelle origine, pourvu qu'elle soit non africaine, non subsaharienne, et de préférence connectée à une civilisation que l'historiographie européenne reconnaissait déjà comme digne de créer de belles choses. Le raisonnement n'était pas archéologique, il était idéologique. Et l'idéologie précédait systématiquement l'observation des faits sur le terrain. Ce qui est remarquable, c'est la vitesse à laquelle cette interprétation raciste s'est institutionnalisée. En l'espace de quelques décennies, des livres sérieux publiés par des maisons d'édition respectables dans des universités prestigieuses présentaient comme des faits établis des théories sur l'origine non africaine des cités swahili que n'importe quelle lecture attentive des sources arabes et chinoises contemporaines aurait suffi à réfuter. Des archéologues qui fouillaient les sites avec la conviction préalable que les constructeurs étaient arabes ou phéniciens interprétaient chaque artefact dans cette direction, ignoraient les éléments qui ne cadraient pas et publiaient des conclusions qui confirmaient ce qu'ils avaient décidé de trouver avant de commencer à creuser. Ce n'était pas de la mauvaise foi individuelle dans tous les cas, c'était quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Un paradigme collectif si puissant qu'il rendait certaines conclusions structurellement impensables,
même pour des esprits par ailleurs rigoureux. L'administration coloniale avait un intérêt direct dans ce mensonge, et il faut le dire sans détour. Si les cités swahili avaient été reconnues comme des créations africaines sophistiquées, cela aurait posé des problèmes très concrets pour la légitimité du projet colonial. Comment justifier de coloniser un continent dont les habitants avaient construit des mosquées complexes, des palais multi-étagés et des réseaux commerciaux mondiaux? Comment vendre à la population européenne l'idée que les Africains avaient besoin d'être civilisés, si on admettait en même temps qu'ils avaient créé des civilisations remarquables bien avant l'arrivée du moindre navire européen? L'effacement historique n'était pas un effet secondaire de la colonisation. Il en était une condition préalable. On ne pouvait pas justifier ce qu'on faisait en Afrique si on acceptait ce que l'Afrique avait été. Karl Peters, l'administrateur colonial allemand qui prit le contrôle de la Tanzanie côtière à la fin du XIXe siècle, fournit un exemple concret et documenté de ce processus en action. Confronté aux ruines de Kilwa et d'autres cités swahili sur le territoire qu'il administrait, Peters publia des rapports officiels affirmant que ces bâtiments avaient été construits par des Arabes et non par des Africains locaux. Une position qui lui permettait de traiter les descendants des constructeurs comme étrangers à leur propre patrimoine. Cette requalification n'était pas un détail académique sans conséquence. Elle avait des effets juridiques et politiques directs sur qui pouvait revendiquer des droits sur ces terres, sur qui devait être écouté dans les litiges fonciers et sur qui représentait une menace à la légitimité de l'administration coloniale. L'histoire n'est jamais purement intellectuelle. Elle a toujours des effets immédiats sur le présent de ceux qui la vivent. Ce qui s'est passé ensuite est le mécanisme le plus pernicieux de tout ce processus d'effacement. Les théories coloniales sur l'origine non-africaine des cités swahili ont quitté les rapports administratifs pour entrer dans les manuels scolaires. D'abord ceux des métropoles coloniales, puis ceux des pays africains eux-mêmes après les indépendances, parce que les systèmes éducatifs hérités de la colonisation continuaient d'enseigner des programmes conçus sous l'administration coloniale. Des générations d'enfants tanzaniens, kenyans et mozambicains ont grandi en apprenant que les ruines spectaculaires, situées parfois à quelques kilomètres de chez eux, avaient été construites par des étrangers, que leur propre histoire commençait avec l'arrivée des Arabes, ou des Portugais, ou des Britanniques. C'est une forme de violence particulièrement raffinée que de convaincre un peuple que sa propre grandeur ne lui appartient pas. La réévaluation a commencé dans les années 60 du siècle passé, portée par une nouvelle génération d'archéologues qui ont repris les fouilles avec des méthodes modernes et, surtout, sans les présupposés idéologiques de leurs prédécesseurs. Des chercheurs comme Mark Horton à Shanga et Neville Chikik à Kilwa ont appliqué les outils de l'archéologie stratigraphique, de la datation au carbone 14 et de l'analyse céramique pour documenter ce que les sources arabes, chinoises et swahili avaient toujours dit, que ces villes étaient africaines, fondées et construites par des populations bantoues qui avaient intégré des influences extérieures sans perdre leur identité fondamentale. Ces conclusions ont été publiées, débattues et finalement acceptées par le consensus académique. Mais le problème avec le consensus académique, c'est qu'il met des décennies à atteindre les salles de classe, et des générations supplémentaires à modifier ce que les gens croient savoir intuitivement. Il y a un mécanisme psychologique dans tout cela qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il n'appartient pas seulement au passé. Quand une idée fausse est enseignée pendant suffisamment longtemps, elle cesse d'être perçue comme une idée, elle devient une évidence. Et les évidences ne se réfutent pas avec des arguments seuls, elles se réfutent avec des expériences, des images, des récits qui brisent le cadre mental dans lequel elles s'inscrivent. L'effacement de la civilisation swahili n'a pas été accompli uniquement par des savants dans des bibliothèques. Il a été accompli par des récits populaires, des images et des histoires répétées jusqu'à devenir invisibles. Et c'est par des récits populaires, des images et des histoires différentes, répétées avec la même insistance, qu'il peut être progressivement défait. Ce que l'histoire de l'effacement de la civilisation swahili révèle, c'est quelque chose d'essentiel sur la façon dont le pouvoir fonctionne dans la durée. La conquête militaire est temporaire. Les empires s'effondrent, les armées rentrent chez elles, les territoires changent de main. Mais la conquête narrative, quand elle réussit, peut survivre des siècles à la domination politique qui l'a produite. Et tant que cette conquête narrative tient,
Les ruines de Kilwa peuvent rester classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et visitées par presque personne, sans que ça ne perturbe vraiment la conscience collective mondiale. La question qui reste, et c'est sur elle que nous allons terminer, c'est ce que tout cela signifie pour aujourd'hui. Pas pour l'histoire ancienne, pour maintenant, pour nous. Les murs de corail de Kilwa Kisiwani sont encore debout. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, ils reçoivent chaque année quelques centaines de visiteurs, à peu près autant qu'un musée de province un mardi pluvieux. L'île est accessible uniquement par bateau depuis le bourg de Kilwa Masoko sur la côte tanzanienne et les infrastructures touristiques sont quasiment inexistantes. On arrive sur une île où des murs de 7 siècles surgissent de la végétation tropicale, où le palais de Husuni Kubwa étend encore ses fondations sur plusieurs centaines de mètres carrés, où la grande mosquée dresse ses colonnes de corail vers un ciel que personne ne regarde vraiment. Et on se demande, debout devant ces ruines que le monde ignore, ce que ça dit sur nous, sur ce qu'on choisit de célébrer et sur ce qu'on choisit d'oublier. Mais la civilisation swahili n'a pas entièrement disparu. Elle a laissé quelque chose que les bombes portugaises et les manuels scolaires coloniaux n'ont pas réussi à tuer. Une langue. Le swahili est aujourd'hui parlé par plus de 200 millions de personnes, fait partie des langues officielles de l'Union africaine et de la Communauté d'Afrique de l'Est, et s'enseigne dans des universités des États-Unis, d'Europe et d'Asie. C'est la langue africaine la plus étudiée dans le monde. Chaque personne qui prononce un mot swahili, chaque diplomate africain qui l'utilise comme lingua franca dans une réunion internationale, prolonge sans le savoir une tradition linguistique née sur cette côte il y a plus de 1000 ans, dans la rencontre entre des pêcheurs bantous et des marchands arabes sur les rives de l'océan Indien. Et puis il y a l'océan Indien lui-même. Cet espace que nous avons décrit comme l'autoroute du monde antique n'a pas cessé de l'être. Aujourd'hui, 60% du commerce mondial de pétrole, 30% du commerce mondial de marchandises et une part considérable des câbles sous-marins qui font fonctionner l'Internet mondial passent par l'océan Indien. Les routes ont légèrement changé, les navires sont en acier et les conteneurs ont remplacé les dos, mais la logique géopolitique de base est exactement la même que celle qui faisait la fortune de Kilwa il y a 700 ans. Celui qui contrôle ces routes contrôle une part significative de l'économie mondiale. La bataille pour le contrôle de l'océan Indien est l'une des compétitions géopolitiques les plus importantes de notre époque. Et presque personne dans le grand public ne sait qu'elle a lieu. La Chine est revenue dans l'océan Indien, pas avec des dos chargés de porcelaine et de diplomates portant des girafes, mais avec des milliards de dollars d'investissement dans des ports, des routes, des chemins de fer et des infrastructures sur toute la côte est africaine. La route de la soie maritime du XXIe siècle passe par exactement les mêmes points stratégiques que les expéditions de Zheng-He 6 siècles plus tôt. Mombasa, Zanzibar, Dar es Salaam, Mozambique. Le port de Mombasa a été agrandi avec des financements chinois. La ligne de chemin de fer qui relie Mombasa à Nairobi a été construite par des entreprises chinoises. Est-ce que c'est Zheng-He qui revient ou est-ce quelque chose de fondamentalement différent ? La réponse dépend de ce qu'on a retenu des leçons que l'histoire swahili nous a laissées, et de si on a vraiment appris à les lire. Mais la question qui me hante le plus, après avoir raconté toute cette histoire, n'est pas géopolitique. Elle est narrative. Si on admet que l'effacement de la civilisation swahili a été possible, systématique, durable, efficace au point de convaincre des générations entières que ces villes n'avaient jamais vraiment existé comme elles existaient, alors on doit aussi admettre que ce mécanisme d'effacement n'est pas une relique du passé. Il fonctionne encore. Il fonctionne en ce moment. La question est de savoir quelles civilisations, quels peuples, quelles histoires sont en train d'être effacées ou déformées par les récits dominants d'aujourd'hui et qui en profitent. Ce n'est pas une question confortable, mais c'est précisément pour ça qu'elle mérite d'être posée. Quelque chose est en train de changer cependant, et il faut le dire aussi. Une génération d'historiens, d'archéologues, de cinéastes, d'écrivains et de créateurs africains est en train de récupérer activement des histoires qu'on avait tenté de leur voler. Des chercheurs comme Besswell Ogot, Ali Mazroui et tant d'autres ont posé les bases d'une historiographie africaine qui ne se définit plus par rapport au regard extérieur, mais par rapport à ses propres sources, ses propres méthodes et ses propres questions. Des séries documentaires, des romans, des films produits sur le continent
racontent des histoires qui n'auraient pas trouvé de financement international il y a 30 ans. Cette renaissance n'est pas un phénomène marginal, c'est une révolution épistémique en cours, lente, imparfaite, mais réelle, dont l'impact sur la façon dont les générations futures comprendront leur propre passé sera immense. Pour les Tanzaniens, les Kenyans, les Mozambicains et les Comoriens, dont les ancêtres ont construit Kilwa, Gedi et Mombasa, cette histoire n'est pas un sujet académique abstrait. C'est une question d'identité concrète, immédiate et chargée d'une émotion que ceux qui n'ont jamais eu leur histoire niée ont du mal à imaginer. Savoir que vos ancêtres construisaient des palais à plusieurs étages pendant que d'autres peuples vivaient dans des huttes, que vos grands-pères de 10 générations traitaient d'égal à égal avec les empereurs de Chine, que la langue que vous parlez quotidiennement est la trace vivante d'une civilisation cosmopolite et brillante, ce savoir change quelque chose. Pas dans les faits objectifs de la situation présente, peut-être, mais dans la façon dont on se perçoit soi-même et dans l'étendue de ce qu'on se croit capable d'accomplir. Le fil invisible qui relie les dos de Kilwa aux porte-conteneurs qui traversent aujourd'hui le canal du Mozambique, les marchands Gujarati du XIVe siècle aux investisseurs indiens qui financent les projets en Tanzanie au XXIe siècle, les mosquées en corail taillé aux universités de Zanzibar qui continuent d'enseigner l'arabe comme langue de savoir, ce fil n'a jamais été coupé. Il a été caché. Il a été brouillé. On a tenté de le faire disparaître sous des couches de narratifs coloniaux et de programmes scolaires tronqués. Mais il est là. Il a toujours été là. Et chaque fois que quelqu'un prend la peine de regarder vraiment les ruines de Kilwa, pas comme une curiosité touristique, pas comme un patrimoine abstrait, mais comme la preuve concrète que quelque chose d'extraordinaire a existé ici, ce fil redevient visible. Alors voici la question que je veux te laisser. Non pas comme une conclusion, parce que cette histoire n'a pas de conclusion, elle est encore en train de s'écrire dans les fouilles archéologiques, dans les salles de classe, dans les décisions politiques et dans les investissements économiques qui reconfigurent l'océan Indien en ce moment même. Si une civilisation aussi sophistiquée que celle des cités Swahili a pu être effacée de la mémoire collective en l'espace de quelques siècles, des palais, des mosquées, des réseaux commerciaux mondiaux, une langue, une culture entière réduite à presque rien dans la conscience historique mondiale, alors que reste-t-il d'autres histoires effacées que nous ne savons même pas chercher? Et si des gens comme toi, des gens qui arrivent jusqu'à la fin de ce genre de récit, ne cherchent pas ces histoires, qui le fera? Les murs de corail de Kilwa tiennent encore debout. Ils ont survécu aux Portugais. Ils ont survécu aux marchands omanais qui ont remplacé les Portugais. Ils ont survécu aux administrateurs coloniaux allemands et britanniques. Ils ont survécu à l'indifférence et à l'ignorance. Ils sont encore là, sur une île que personne ne visite, à quelques heures de bateau d'une côte que le monde entier traverse en cargo sans jamais regarder. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que ces murs finissent par s'effondrer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on continue de passer devant eux sans les voir. Parce que voir ces ruines pour ce qu'elles sont vraiment, pas un vestige exotique, mais la preuve que l'histoire qu'on t'a racontée est incomplète, c'est le premier pas vers comprendre comment le monde fonctionne vraiment. Et qui décide de ce que tu as le droit de savoir ?